Bonjour, bonjour, bonjour Florian. Prêt pour le prochain causerie Bonjour, d'entrepreneurs bonjour. investisseurs? Oui, je suis prêt. Voilà, donc Florian, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je te rappelle, toi qui nous écoutes, le principe des causeries d'entrepreneurs investisseurs. Ces causeries sont diffusées sur la chaîne YouTube, sur le podcast, puisque maintenant que j'ai un podcast. De temps en temps, j'appelle mes amis entrepreneurs investisseurs. Et on passe facilement, par exemple, la dernière fois avec Florian, j'avais passé 3 heures sur Facebook à discuter avec lui Exactement. de business, tout ça. Alors qu'on est loin, moi je suis en Martinique, lui, je le laissais se présenter plus tard, mais il est au Canada. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu cette idée, te faire profiter de nos expériences, puisque durant ces sessions, ce qu'on appelle mastermind, mais même c'est des discussions entre amis, comme tu discuterais avec un de tes amis au téléphone, on s'échange des astuces, on parle de nos actualités, on parle de tout ce qu'on fait, les livres qu'on lit, et puis on s'enrichit mutuellement de nos expériences. Donc j'ai trouvé sympa de te faire profiter de nos échanges. La seule différence, alors Florian, la seule différence c'est que tout le monde ne te connaît pas, ne te connaît pas encore. Donc du coup, je vais te laisser te présenter et après on va enchaîner sur nos actualités, tout ce qu'on fait en ce moment. Toi, tes investissements en cours, moi mes lancements prochains, ce que j'ai D'accord. fait durant le dernier mois. Donc voilà, tu te présentes brièvement, tu dis, bon, je suis sur ton site là, pour ne rien te cacher. Donc je suis la page à propos. Ok, parfait. Donc voilà. Donc du coup, tu te présentes, tu dis où tu vis, quand tu as commencé à investir. Enfin, tu décris, sans rentrer dans Ok, les détails si tu veux pas de donner trop d'infos, pas de l'étendue de problème. ton patrimoine. Mais il faut que, voilà, tu fais comme chez toi en fait. Enfin, tu es chez toi. Ok, Donc voilà. parfait. Donc bonjour à tout le monde, je m'appelle Florian. Donc j'ai 27 ans, je vis actuellement à Montréal, donc ça fait à peu près un tout petit peu moins d'un an, 11 mois très exactement. Donc voilà, pour vous raconter un peu l'histoire, je suis camerounais, j'ai fait mes études en France. J'ai commencé à travailler en France et à cette époque, enfin à l'âge de 23, 24 ans, j'ai un peu commencé à m'intéresser à l'immobilier. Enfin, j'ai commencé à me dire qu'il serait bien d'acheter mon premier appartement pour arrêter de payer un loyer. Donc voilà, j'ai acheté mon premier appartement à l'époque sans me former en fait parce que j'ai acheté ma résidence principale dans du neuf en plus. Donc heureusement ça a été une opération qui aujourd'hui est un investissement parce que voilà, j'ai pu mettre cet appartement en location qui génère du cash flow. Ouais. Donc suite à cela justement, ben c'est là que je me suis un peu intéressé au développement personnel, à l'investissement locatif, à la liberté financière, etc. Et c'est là que j'ai commencé à me former et que j'ai vu en fait les erreurs que j'avais fait suite à ce premier investissement. Donc pour le deuxième investissement, voilà, je me suis associé avec un collègue à moi de l'époque. On a fait un achat-revente. Voilà, on a fait une belle plus-value et avec suite, c'était un immeuble de 2 appartements à Argenteuil. Ouais, pas mal. Je crois on l'avait acheté, je crois que par studio, ça revenait à peu près à, je crois que c'était dans les 50 000 euros. Enfin, bref, hein, je me rappelle pas bien les chiffres, mais en gros, on avait fait une plus-value d'à peu près 33 000 euros à peu près, D'accord. euh, brut. Donc voilà. Après ça, j'ai réinvesti cette somme. J'ai acheté un premier studio à Pantin. Mhm. Donc j'ai acheté à 63 000 euros. Actuellement, il est loué. Il est loué. Je loue à peu près 645 euros exactement. Attends, Donc voilà. excuse-moi. Pantin, pour ceux qui ne savent pas, c'est la région parisienne. Et tu as réussi à faire une affaire comme ça, enfin, pour la connaître. Exactement, ouais. Donc Ah ouais. c'était vraiment c'était, ben, j'ai trouvé sur le bon coin. Ouais, Ah j'ai ouais. trouvé sur le bon coin. Je suis tombé sur un agent immobilier qui est en fait aujourd'hui mon chasseur immobilier. Donc, enfin, je vous raconterai un peu la suite après. Donc voilà, première opération, ça c'est voilà. Donc j'ai acheté à 63 000 euros, je les loue 645 euros. Ah ouais. Et excuse-moi de te À un moment, couper, hein, Florian. oui, Je sais pas si tu as précisé, mais Florian, il a commencé tôt. Enfin, voilà, 24 ans, il a fait son achat de sa résidence principale. Et cet investissement, tu l'as réalisé à quel âge?
Euh, Pantin? Ouais, Ah, ouais, Pantin, c'était juste après, hein. C'était quelques 3 ou 4 mois après, donc j'avais toujours 24 ans, 24 ou 25 ans, peut-être j'avais c'est 25 ans. ça. En plus, et ce qu'il faut retenir, c'est que, excuse-moi de te couper encore, mais j'aimerais faire passer ce message-là, parce que je viens de réaliser une vidéo parce qu'on m'a posé la question, est-ce qu'on peut investir à 20 ans, dans la vingtaine? Et le message que je voulais faire passer, si tu me permets de l'illustrer, c'est Hum, que on peut commencer tôt. Tu es parti, bon, je connais son histoire, donc Florian est parti de zéro, effectivement. Donc, avec pas de moyens, enfin, très peu de moyens, et en partant de zéro, on peut commencer à 20 ans. Donc, ah, tout à c'est une question de mental. Et je le Tout est une précise, question d'envie et c'est ça en d'envie. fait, de motivation. Même avant 20 ans. Moi, je connais des personnes qui le font aujourd'hui avant 20 ans, donc non, c'est tout à fait faisable et je le recommande fortement également. Plus tôt c'est, mieux c'est quoi. Donc, du coup, tu es à Pantin, c'est-à-dire à 24 ans, tu investis à Pantin. Mais non, Voilà. en fait, non, le premier, c'était à Bagnolet, À métropole Bagnolet. de Donc Bagnolet. c'est c'est quand dans le 93 alors? 93 exactement. Ah, ça c'est Limite intéressant. 93, 20e. Donc, c'est vraiment entre les deux quoi. Donc là, non, ça c'était ma première résidence, c'est ma résidence principale. Donc Mhm. voilà, je l'avais acheté 202 000 euros exactement. Donc bon, malgré le fait que c'était du neuf, j'ai quand même pu négocier les frais de notaire. J'ai également négocié une place de parking avec l'appartement. Donc ça, je n'ai pas précisé avant, mais les deux, en fait, je les loue de manière distincte. Donc l'appartement, je loue en meublé, en loueur meublé non professionnel. Et Ouais. le parking, je le loue à une autre personne, en fait. Donc ça me permet, en fait, de dégager un loyer un peu plus important que de louer, en fait, l'appartement et le parking à la même personne, en Et fait. tu vois, c'est ça qui est beau parce que tu viens de montrer un truc fondamental. Déjà, enfin deux trucs. Même quand tu achètes dans le neuf, on peut négocier. Ça Ouais, c'est beau. ça c'est. Moi, j'avais négocié à l'époque, j'aurais dit, ben écoutez, moi j'ai vu d'autres programmes, ils offrent les frais de notaire, pourquoi vous ne ferez pas moi je veux la même chose et tout. Bon, Donc il faut ça a toujours duré demander. quelques... Ça mange pas de Toujours, pain. toujours. Au pire, Malgré on le va lui fait dire non. au pire, enfin, qu'est-ce qu'on a peur, c'est enfin, de recevoir un non, mais ça coûterait un peu enfin, de négocier malgré les a priori qu'on a par rapport au neuf, de se dire que ah, le neuf, les prix sont figés, il n'y a pas de négociation. Surtout quand vous arrivez en fin de programme, parce que quand j'ai acheté cet appartement, c'était vraiment en fin de programme en fait, donc il en restait peut-être deux ou trois ou quatre, je sais plus. Enfin, je me rappelle que le promoteur, lui, voulait juste les vendre en fait. Je pense qu'il en Oui, avait marre. mais voilà, il en avait marre. Et Donc puis ça fait que là, il se dit, bon voilà, là, il a déjà fait ses chiffres, il a déjà fait son chiffre d'affaires, il veut juste liquider ce qu'il a liquidé. puis c'est Donc pas il les est plus meilleurs qui restent. flexible. Comment? C'est pas les meilleurs, normal. Non, ça Les va, meilleurs lots franchement, passent. ça allait. Ah ouais? Si, ça, en fait, ils étaient tous similaires, c'était juste au niveau de l'étage. Je sais qu'il y en avait un, je crois que c'était premier au rez-de-chaussée, donc ça m'intéressait pas du tout. Et Mhm. celui que j'avais pris, c'était troisième étage, sachant que c'était un immeuble de 7 étages. Donc franchement, j'ai une belle vue. Voilà, moi je pense que la vue que j'ai, c'était vraiment une bonne affaire, quoi. Donc, je Ah sais bah pas c'est pourquoi ce sûr. loup il n'a pas été pris à Ah cette bah tant époque-là. mieux pour toi. Mais Et tant mieux pour non, non, toi. mais Et ouais. deux choses, et puis excuse-moi de te couper, deux choses que j'aimerais souligner, c'est que toi, t'as pas fait l'erreur de louer l'appartement avec le parking. Tu vois, les gens, ils veulent pas se prendre la tête. Ils disent, bon, la plupart des gens, ils disent, bon, je loue avec le parking. Ça veut dire Hum, qu'ils offrent le parking parce que ça peut pas se justifier une trop grosse augmentation. Alors hum. que découper, c'est exactement... Exactement. Ouais. Ben, plus on découpe, voilà, plus c'est cher en fait. c'est ça. Donc parce que je me suis dit, moi quand j'ai mis en location, enfin mon locataire m'a demandé ouais est-ce qu'il y a une place de parking. Moi j'ai dit non. Enfin, alors que c'était vrai, il y a une place de parking, mais c'est juste que moi je voulais pas lui louer la place de parking. Donc j'ai préféré lui louer l'appartement et après moi j'ai loué le parking ça me fait gagner 90 euros parce qu'aujourd'hui la place de parking elle nous 90 euros tu vois. Tu te rends compte? Donc s'il y a moyen, enfin, il faut essayer d'optimiser au maximum malgré comment dire les désavantages que j'ai eu de d'acheter dans du neuf.
bah, aujourd'hui, je le regrette pas, mais maintenant, quand je fais les calculs, je vois que voilà, bah, finalement, j'ai du cash flow, j'ai pu renégocier Bah j'ai pu oui. Mais tu renégocier mon sais, taux, voilà, il quoi. faut jamais regretter. Comme j'aime bien dire, c'est en crevant qu'on apprend. Et franchement, Exactement. si t'avais pas fait, bon, tu dis que c'est une erreur. Pour moi, c'est bien parce que t'es passé à l'action. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont peur et ils passent pas à l'action. Bah, tu apprends de tes erreurs et tu fais mieux. D'ailleurs, si tu n'avais Exactement. pas fait ce que tu appelles erreur, tu aurais pu ne pas investir par la suite et voilà, ton Exactement. appartement à Bagnolet, c'est ça? Ouais. Donc voilà. Donc tu... Non, justement, c'est ces Ouais. erreurs-là, après, en fait, justement, alors, suite à ça, c'est après que j'ai fait l'opération, je me suis dit, ah, en fait, je me suis planté, entre guillemets, mais après, du coup, je me suis dit, ah, donc, pour le prochain, faut que je fasse attention à ça, faut que j'ai une autre stratégie, voilà, faut que je cherche, je vais revenir sur Pantin après, mais faut que je cherche peut-être une plus petite surface dans une copropriété où peut-être il y a un syndic bénévole, enfin, voilà, tu connais tout ça, Ouais. donc c'est ça en fait, j'ai fait le bilan, je me suis dit ah là j'ai pas tapé au bon endroit. Pour le prochain, faut que je fasse mieux quoi. Après ce qui m'a amené sur Pantin, sur mon investissement de Pantin, enfin d'abord l'achat-revente à Argenteuil avec Uhum. là, là j'étais avec mon collègue donc bon on était à deux donc le risque il était un peu plus comment dire il était partagé entre nous donc du fait qu'on soit à deux donc on se rassurait mutuellement. Bon, après, c'était dans le but justement de dégager du cash justement après pour chacun partir vers nos investissements respectifs. Mais après, au niveau de quand j'ai investi à Pantin, j'étais plus à l'aise. J'étais plus à l'aise dans le sens où voilà, j'ai trouvé, franchement, je suis allé sur le bon coin, donc j'ai trouvé un studio. Donc il est 63, tu affiché vois. à, il est affiché à 72 000 et j'ai négocié à 63 000. Wow. Donc, j'y Voilà. suis allé, donc c'était un immeuble c'est un petit immeuble. Donc, je crois qu'il y a eu, 5 appartements. Il y Mhm. avait 5 appartements. Donc, moi, j'ai visité le studio. Franchement, il était bien. Tu vois. Il était loué à l'époque, je sais qu'il était loué 550. Donc, moi, j'avais fait une offre à 60 qui m'a été refusée. Après, j'ai fait 61, ça m'a été refusé encore. Après, bon, je me suis dit, bon, 63. Je suis parti, j'ai fait, l'offre a été acceptée. Donc voilà, j'ai emprunté sur 15 ans. Donc là encore, j'ai fait une erreur parce que c'est après que je me suis dit, ah, en fait, j'aurais dû prendre plus long. Mais Bah bon, oui. même sur 15 ans, j'ai un cash au positif. Donc c'est pas plus mal parce que bon, finalement, je capitalise assez rapidement. Ouais, c'est ça. Voilà, enfin, même dans mes calculs, voilà, sur 15 ans, je fais du 160 euros de cash flow. Sur 15 ans, tu vois. Donc, parce que là, j'ai mis un loyer actuellement, il est loué, bon, il y a les frais de gestion, tout ça. Et actuellement, il est loué à 645. Mais à l'époque, quand moi, je louais moi-même, parce que bon, avant de partir, je me suis un peu fait la main en faisant moi-même les Et c'est visites, très faisant les bien. baux, C'est très etc. bien. J'étais monté à 685 de loyer par mois Ah ouais. sur un 19 mètres carrés dans le 93. Et tu vois, ce que je retiens de ton expérience, alors qu'elle est longue, hein, t'es jeune, t'as 27 ans, mais t'as une longue expérience. Ce que je retiens là, c'est que tu as fait une offre indécente. C'était affiché Ah, à 72 et t'as proposé 60. Là encore, exactement. il faut retenir que il faut pas faire dans la demi-mesure. C'est voilà, qui ne tente Ben, rien à rien. exactement, on perd rien en fait parce que, enfin, voilà, quand tu vas faire une offre, tu sais, en fait, tu sais pas qui t'es en face de toi. Ça se trouve, le gars il est en faillite. Enfin, en plus, c'était le cas. Pour moi, c'était un comptable. Il était en faillite. Il était en faillite. Il avait essayé avec son meilleur pote et son meilleur pote, lui, il avait d'autres investissements dans d'autres pays qu'il voulait faire. Donc, il voulait se débarrasser de tous leurs appartements. Et lui, le comptable en soi, il était d'accord de vendre pour, comment dire, pour rembourser sur ses dettes, une dette de 10 000 euros, tu vois. Ouais. Donc, il était vraiment, tu sais, il voulait se débarrasser de ça assez rapidement. Il en avait même d'autres avant, mais bon, à l'époque, j'étais pas très chaud d'enchaîner sur plusieurs en même temps où j'avais pas encore la maturité pour. Donc voilà, c'est ça. Tu fais une offre, tu sais pas. Enfin, tout ce que tu veux, c'est qu'ils te disent non. Ben S'ils te oui, disent non, tu dis, ben faites-moi une contre-offre, c'est quoi votre prix, comment ça apparaît, etc. ben Et c'est ça, c'est donc voilà, ça. donc j'ai fait ça. Bon, après j'ai eu,
bon, j'ai quand même, à cette époque-là, j'ai quand même eu une mauvaise expérience parce qu'à la base, je voulais faire du 110%. À la base, je voulais faire du 110%. Et à la dernière minute, j'ai eu le refus de la banque, en fait. J'ai eu le refus de la banque, donc ça fait que j'ai dû trouver l'argent de l'apport assez rapidement. Les frais de notaire assez rapidement, donc voilà, ça m'a un peu bloqué pour les autres investissements parce que à cette époque-là, l'agent qui est aujourd'hui mon chasseur m'avait proposé d'autres appartements dans la propriété. Donc du fait que j'ai eu ça, du fait que j'ai eu ce coup-là, enfin ce refus de la banque par rapport au pas le refus du financement, la banque voulait me financer à 100% alors que moi j'avais demandé du 110%. Donc du coup j'ai dû ramener les 10%. Et du coup, voilà, j'ai pas pu accepter les autres propositions que l'agent immobilier me faisait, Ouais. parce qu'il y avait d'autres propriétés à vendre dans l'immeuble en fait. Donc moi je lui ai dit bon j'ai j'ai été pris un peu de court au niveau de mon apport, donc voilà, je suis pas très chaud d'enchaîner sur d'autres appartements. Donc bon, j'ai dû faire un prêt conso. J'ai dû faire un prêt conso pour payer les frais de notaire. Et même dis-toi que le loyer rembourse actuellement mon crédit et le conso en fait. Super. Donc en fait j'ai créé mon 110% sur. Donc aujourd'hui là ça paye, genre j'ai mon loyer, ça paye mon conso, le crédit, les charges, la taxe foncière, enfin tout quoi. Et je génère quand même du cash flow. Et tu vois, je génère quand même du cash flow avec quoi. En fait, tu apprends plein de choses importantes que j'aimerais souligner, c'est que quand on a un refus, il faut pas abandonner. Il y a toujours une solution. Il suffit de prendre du recul. Et même si je préconise de ne pas faire de crédit à la consommation, quand un crédit à la consommation peut sauver votre peau, peut sauver ta peau, toi qui nous écoutes, ben il faut le faire. Surtout si c'est pour acheter un actif. Surtout si c'est pour investir. Enfin moi, c'est comme tu dis. Hein, enfin moi, je vous le recommande pas. C'est pas que je recommande pas, mais il faut que le crédit à la consommation soit souscrit pour investir. Si c'est pour faire un achat d'une télé ou je sais pas, je sais pas quoi. Une voiture, non, ça c'est pas la peine. Mais si pour toi ça te permet en fait de débloquer une situation qui à moyen long terme, voilà, va te permettre d'être propriétaire d'un que tu convoites à l'instant T. Voilà. Là, je veux te dire, fais-le parce que ça va te permettre, voilà, de réaliser ton opération et même si c'est pas l'idéal, ça aurait été que j'ai les 110% d'un coup de la banque d'un même prêt, mais bon. À un moment, tu t'adaptes en fait, tu vois. Quand t'es dos au mur, en fait, tu t'adaptes en fait à la situation. Enfin, moi, après, je l'ai refait encore. Pour te dire, je l'ai refait 2-3 fois. Bien sûr. Ce montage-là, je l'ai refait 2-3 fois après. Et tu vois, un truc que j'admire chez toi, c'est ta force de caractère et ton mental. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, je parle très peu de technique. Tu sais, tu donnes les rentas, tu donnes le cash flow. Et moi, volontairement, je parle pas de chiffres, de compta. Déjà, c'est parce que je sous-traite tout ça à mon comptable. Toi, tu es dans la... Ouais, je sais, tu es plutôt... Bon, tu es un informaticien, si je me rappelle bien. Ouais, je suis consultant en informatique, quoi. En fait, j'étais persuadé que tu étais dans la... Quand j'ai vu, quand tu as dit que la première fois que tu étais dans la gestion des risques, comme j'avais un acte... Enfin... Je pensais que tu travaillais pour KPMG, mais en fait, non. Bref. C'est ça. Et l'idée, c'est que je me dis, il est dans la gestion des risques, et pour moi, tous les gestionnaires de risques, c'était des financiers, en fait. En gros, c'est gestion des risques IT. Ah, d'accord. C'est ça. C'est juste que j'ai pas précisé, mais c'est gestion des risques IT. Mais après, c'est relié à des processus financiers. Donc, bon, j'ai là quand même certains processus financiers que je connais plus ou moins, en fait. Ce que je veux dire, c'est que la technique, ça s'acquiert. Ou tu peux la louer, la technique. Exactement. Tu peux passer par un avocat, un comptable, tout ça. Mais cette force de caractère que tu as, ça fait tout. D'ailleurs que, voilà, il y en a plein, on dit, bon, 110%, les gars, ils auraient perdu la foi, comme on dit chez moi. T'as dit, qu'est-ce que je fais, que j'abandonne tout, je dénonce. Exactement, non, il faut trouver la solution, et la solution, si c'est pour faire un crédit à la conso, bah, bien sûr, ça le fait, quoi. Il faut foncer, c'est ça. Parce que moi, quand le banquier m'a dit non, il m'a dit, on arrête le processus. Enfin, en gros, il allait me faire une lettre de refus que j'allais donner. Oui, voilà. Moi, je lui ai dit non,
Je crois que c'est 45 jours le délai. Donc, je me suis dit, en 45 jours, il faut que je trouve les 10%, quoi. Et ça, c'est le mental. C'est ça, donc je me suis dit, en plus à l'époque, je me rappelle, j'étais en vacances au Cameroun. Donc je me dis, bon, t'es au Cameroun, là, voilà, tu dois trouver à peu près 7 000 euros, 7 ou 8 000 euros, là. Vas-y, quoi, t'as 45 jours pour trouver ça, alors que t'es à je sais pas combien de kilomètres. Là, tu commences à réfléchir, tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire et tout. Bon, là, j'ai commencé à voir un peu au niveau des banques en ligne et tout. Et c'est passé, quoi. Ah bah ouais. Et du coup, tu as enchaîné, après pour toi, tu as enchaîné sur une autre quelques temps après. Voilà, donc j'ai enchaîné, toujours en fait, toujours cet agent. Donc là, en fait, j'ai été, bon, j'ai failli faire d'autres opérations entre temps, bon. Voilà, et là, là, il m'appelle un jour, j'étais au bureau. Il me dit, bah écoute, là, j'ai un studio dans la résidence, enfin, dans l'immeuble, en fait, où tu es déjà propriétaire, qui est en vente. Donc, il me donne les paramètres, il me dit, bon, il me dit, il est vendu à 72 000 euros, donc c'était attends, c'est combien? 16 mètres carrés. Vendu à 72 000 euros. Bref, je l'ai stoppé, direct, j'ai dit, bon, je prends. Enfin, j'ai dit, réserve-le pour moi. Tu vois, je lui ai dit, bah, j'arrive, il était 11h, j'ai dit, bah, je vais venir à 14h. Mais en gros, je lui ai dit que dans tous les cas, j'allais le prendre. On s'était pas encore entendu sur le prix, mais j'ai dit, je le prends parce que moi, je connais la copropriété, c'est une copropriété où il n'y a pas de charge, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc je sais que dans tous les cas, c'est rentable, tu vois. Donc, du coup, je suis allé le voir. Et en gros, donc c'était à 16 mètres carrés, 72 000 euros. Donc voilà, bon, je commence un peu à négocier avec lui. Bon, finalement, on a négocié, et je suis descendu à 57 millions. J'ai eu l'appartement à 57 millions. 57 000 euros. Et pareil, pareil, parce que moi, à l'époque, en fait, ma banque, elle était un peu frileuse pour les 110%. C'est seulement en ce moment que là, ils sont un peu plus flexibles au 110%. Donc là, pareil, je savais que la banque, enfin, je me suis dit, bon, je demande quand même 110% à la banque, sachant qu'elle allait potentiellement me refuser, pardon. Du coup, j'avais déjà mon plan B avec le conso, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, bon, là, je demande, même s'il refuse, je sais que j'ai mon plan B par rapport au conso. Pour te dire, j'avais même déjà pris le conso avant de demander le 110%, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, comme ça, au moins, si j'ai le 110%, ce que je fais, c'est que le conso que j'ai pris, je fais un remboursement anticipé, c'est terminé. Bah oui. Donc, du coup, moi, j'ai quand même j'avais pris le conso, je crois même j'ai pris le conso genre 2-3 semaines à l'avance, pardon. Et j'avais déjà l'argent sur mon compte, je me suis dit, bon, voilà. Là, je demande le 110%, bien sûr, ils m'ont dit non. Je fais OK, ils me disent, bah, on refuse, mais il faut ramener l'apport. J'ai dit OK. Le lendemain, bam, j'ai viré l'argent, j'ai dit, ben voilà l'apport. J'ai dit, voilà l'argent. Bah, ils ont fait l'offre de crédit, etc. J'ai signé. Et voilà, c'est passé. Et même là encore, loyer rembourse le crédit, les charges et le conso. Donc, bah oui. Encore une fois, j'ai fait mon 110%. J'ai créé mon 110%. Donc là, actuellement, l'appartement, il est loué à 615 euros. Ah ouais. 16 mètres carrés. Donc voilà, c'est des rentas à deux chiffres. Donc je suis à 12,9. L'autre, c'est à peu près 13%, je crois. Et tu vois, si tu n'avais pas cette célérité d'action, et c'est ça que je voudrais souligner sur cet investissement, la célérité d'action, c'est-à-dire qu'on t'appelle, on te dit, il y a une affaire. Toi, tu sais que c'est une bonne affaire. Tu te poses pas de questions, on te dit oui, est-ce que j'ai les moyens, tout ça. Tu sens l'affaire. Et tu passes à l'action directe. C'est ce qu'on appelle la célérité d'action. Comme on dit chez moi en Martinique, tu ne dors pas. Et exactement, non. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Surtout qu'à l'époque, en fait, cette opération la dernière là, c'était au moment où je partais. Donc je suis parti, j'ai quitté la France en août. En août 2016, donc voilà, là j'étais en plein déménagement, il fallait trouver des locataires. En même temps, j'étais en pourparlers avec des agences pour qu'ils reprennent la gestion de tout ça. Donc voilà, en plus j'avais un peu peur parce que je me suis dit, bon là je vais à l'autre bout du monde, j'ai pas encore les locataires, je suis pas là comme ça, voilà. Tu te dis, tu sais pas qui tu fais des appartements, est-ce qu'il va trouver un locataire ou pas. Donc voilà, moi je suis arrivé à Montréal, j'avais déjà trouvé 2 locataires. Et le troisième, j'avais pas encore trouvé, donc j'avais pas encore ce fonds de sécurité là, en me disant que bon, éventuellement je peux supporter pendant quelques mois si jamais j'ai pas de locataire. Et voilà, après je suis arrivé à Montréal.
mon gestionnaire là a trouvé un locataire qui s'est barré peut-être 2-3 jours après parce que je sais pas, enfin je me rappelle plus de l'histoire, mais en gros il était pas à l'aise en fait dans le studio. Et du coup j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit voilà là ça va partir en sucette là, enfin voilà, je vais avoir tous les problèmes du monde, j'ai pas d'argent pour payer le crédit et tout, mais bon finalement ça s'est bien passé, donc il a retrouvé un locataire. Là j'ai tout qui roule, ça rembourse les crédits, les consos, Super. enfin voilà. Donc tu arrives Donc au Canada, c'est ça. Et tu te dis exactement. pas, il faut que je me calme. J'ai mon petit business qui tourne en métro, enfin en France. Et... Exactement. En fait, Oh, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me c'est suis ça dit. que Je me tu suis dis. dit là, je me suis dit ça parce que bon, parce que là, j'avais fait quand même quatre opérations en l'espace de 4-5 opérations en l'espace de 10 mois. Bah oui, c'est Donc, je ça. peux dire que je suis sorti là, j'étais essoufflé. Donc là, j'avais même, là, j'étais vraiment fatigué. Donc, je suis arrivé au Canada, je me suis dit, bon là, j'ai un peu le pied, je profite, etc. Donc, je commence mon nouveau travail et tout. Bon. Et après, là, je commence à m'intéresser, je vois un peu les prix de l'immobilier à Montréal et tout. Je me dis, waouh, là, Quand t'as la vie aux investisseurs, tu peux pas t'arrêter. exactement. Donc, je vois les prix de l'immobilier au Canada, je me dis, non, mais là, je me dis, ah, c'est pas, non, mais déjà, même en arrivant, on a pris un Airbnb. J'arrive dans le Airbnb et la personne, bon, j'avais loué une chambre et la personne qui nous accueillait, en fait, c'était un couple, en fait, et ils avaient je crois qu'ils avaient 2 immeubles, en fait. Ils faisaient que du Airbnb. Et à un moment, Ah ouais. je discutais avec elle, et, avec la dame et tout, elle était enceinte, je lui dis, bah, bon, mis à part ça, enfin, vous faites quoi dans la vie? Et toi, elle me dit, ah, ça, c'est mon travail. Genre, en gros, elle fait que du Airbnb. Et le gars et son mari, c'était pareil. Il était là, je sais pas trop ce qu'il faisait, il tournait en rond, enfin. Ouais, en fait, les deux étaient dépendants financièrement, en fait. Donc, ils avaient 2 immeubles, et je crois que c'était, genre, chacun, ils avaient 5 appartements, que du Airbnb. Et je vois à chaque fois la femme de ménage, elle passait, nettoyait, faisait les entrées, les sorties. Et ils allaient, avec leurs enfants, leurs chiens, ils allaient se promener dans les parcs et tout. Je me suis dit, waouh, c'est pas mal comme vie, quoi. Alors que, là, certains qui se tuent, au travail, Ouais. eux, ils génèrent, Tu- rien que le montant que j'avais payé pour rester, je crois, 10 jours, j'avais payé un truc comme genre 100 euros. Je me suis dit, déjà 500 euros en 10 jours, fois le nombre de personnes qu'il y a et fois le nombre d'appartements, tu fais très vite le calcul, tu vois. Et je suis sur ton Donc, site là, je vois que tu as fait une différence, puisque tu connais les deux marchés maintenant. exactement. Différence entre le marché immobilier français et canadien. Donc, ouais, tu m'expliquais la dernière fois, il y a une grosse différence. Alors, est-ce que Il y a tu une pourrais... il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence, en fait, dans le sens où, déjà, bon, enfin, on parle de grandes villes. Par exemple, quand tu compares par Montréal à Paris, déjà, le pro mètre carré, c'est pas, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, clairement, à Montréal, c'est moins cher qu'à Paris. Il y a également une différence, bon, ça c'est au niveau des terminologies. Donc par exemple, un T2 ici, un T2 en France, ici on va l'appeler un 4 un 3 et demi, pardon. Mhm. Un T3, on va l'appeler ici un 4 et demi. Et voilà, après tu as les histoires de mètres carrés, pieds carrés. Donc voilà, il y a ces différences-là. Ouais, ça c'est la technique Voilà. et les banques, elles sont différentes ou... Les, Enfin... les, les banques, elles sont différentes. Elles sont différentes. En France, par exemple, si t'es malin, enfin, quand je dis t'es malin, par exemple, tu peux être dans une banque. Par exemple, tu vas être, je dis n'importe quoi, tu vas être au LC, tu vas être peut-être à la caisse d'épargne et à côté, tu es au crédit foncier. Je vais dire, crédit foncier a pas de visibilité sur ce que tu as à la caisse d'épargne. Tu vois, il y a Ouais, vraiment, je pense que c'est bien séparé. cloisonné, ouais. Au Canada, ouais, c'est bien cloisonné. Au Canada, tout est centralisé. Déjà, tu as un crédit, tu as un bureau de crédit. Donc déjà, même pour emprunter, tu dois déjà bâtir ton credit score, tu dois bâtir ta note de crédit. Donc qui dit bâtir sa note de crédit dit qu'il faut que tes factures soient payées à temps. Donc quand je dis factures, c'est factures de téléphone, d'électricité, etc. Il faut que tu aies payé ta carte de crédit à temps. Donc tout ça, en fait, il faut que tu utilises ta carte de crédit. Donc ici, c'est un pays en fait où tu fonctionnes beaucoup. En fait. Donc tu vas payer tous tes achats en fait avec ta carte de crédit. Après, tu reçois ton relevé de crédit et c'est à la fin que tu rembourses tout en fait. Donc tout ça en fait, toutes ces transactions, toute cette manipulation d'argent en fait, c'est ça qui crée ta note de crédit, ta cote de crédit et c'est ta cote de crédit après qui te permet d'obtenir des prêts. Bon, D'accord. des prêts à la fois prêts à la consommation comme prêts de levier pour investir par exemple.
Et Donc, toi, tu c'est te lances dans vraiment. l'investissement à Montréal en faisant ça. Et tu Voilà, en achètes fait, quoi, en, toi? en- en fait, donc je suis à Vamora, donc voilà, je m'étais dit, bon, j'allais lever le pied. Bon, après, bon, j'ai Mhm. commencé un peu à m'intéresser à l'immobilier. J'ai suivi une formation, c'est la formation de Stéphanie Milo qui a 97 appartements. Donc voilà, donc Ouais. moi, je vois ça, je me dis, waouh, et même je discute en fait avec des jeunes de mon âge qui disent, ouais, j'ai deux, trois immeubles et tout. Et moi, Oh. je regarde mes trois appartements plus mon parking à Paris. Je me dis, mais en fait, en fait, c'est rien, tu vois. Et du coup, là, je commence en fait à m'intéresser. Et donc, je me suis en fait établi en fait une roadmap en me disant, bon, voilà. Là, j'ai 6 mois pour bâtir mon crédit score. Mhm. J'ai 6 mois pour bâtir mon crédit score et il faut qu'au bout de 6 mois, il faut que j'ai une préapprobation de la banque disant que je peux investir à hauteur de. Je crois qu'à l'époque, il m'avait dit, ouais, je peux aller jusqu'à 120 000 dollars, tu vois. Donc, je peux Ah, investir, 420 000 $, c'est ça? 420 000 dollars, ouais. Ah Ouais. ouais, rien à... Je pourrais aller en prendre jusqu'à 420 000 dollars. Sachant que ici, c'est différent. T'as pas droit au 110. Enfin, tu, les banques te font pas du 110%. Après, tu as des techniques de finance. Ils appellent ça ici financement créatif. Donc, par exemple, tu peux aller chercher. Bon, c'était pas mon cas, mais tu peux aller chercher l'équité. Donc, le capital que tu as déjà accumulé dans peut-être ta résidence principale ou dans un autre appartement ou dans un autre investissement que tu peux aller prendre cet argent-là et l'utiliser comme apport en fait pour investir dans un autre, enfin dans un immeuble en fait. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire que tu as une résidence principale qui vaut, on va dire, tu as un studio, Voilà. on reprend les termes français, tu as un studio qui vaut 100 000 €. Ouais. Tu peux dire, voilà, je mets 100 000 € dans la balance comme apport, c'est ça? Ouais. Si je comprends bien. Exactement. En fait, bon, c'est ça, mais en fait, eux, ils veulent toujours garder 20% d'équité. Donc, ils vont te dire, tu vas prendre 80%, tu vas prendre 80% de l'équité que tu as en fait. D'accord. Tu vois, tu vas Donc j'ai prendre, 80 000 en euros. gros, tu aurais pris 80 000 euros. Tu peux prendre les 80 000 euros là et dire que voilà, ça c'est mon apport pour un immeuble de 3 appartements par exemple. Non, mais c'est exponentiel ce truc-là. Ah non, C'est-à-dire que tu c'est ça. achètes un immeuble, Ouais, tu as un capital en cash pour acheter un immeuble. Cet immeuble-là, tu peux le réutiliser tout le temps et ça te fait. Voilà, c'est au carré, ouais, quoi. non, bien sûr, bien sûr. Et après même, enfin, ça va même encore plus loin parce que eux, ils se basent pas sur ton prix d'achat, ils se basent sur la valeur marchande en fait de ton immeuble. Ah Donc ouais. si si t'as un immeuble qui vaut, je sais pas, 200 000 dollars dans 10 ans, 10 ans, enfin, franchement ici les prix doublent. Hein. Vraiment que l'immeuble que j'ai acheté, quand je vois le prix auquel la vendeuse va acheter, c'est plus de 2 fois le prix, tu vois. Donc, Et en l'espace de 12 ans. donc tu as acheté un immeuble, hein, pour ceux qui... Donc finalement, tu as acheté un immeuble, si j'ai bien compris. Enfin, ouais, je le sais Bon, déjà, mais... on a un peu On a cédé accéléré la cette... chose, mais oui, oui, j'ai acheté un immeuble. J'ai acheté un immeuble de 3 appartements sur l'île de Montréal. Ah bah cool, ça. Ouais. Et du coup, tu achètes ton immeuble, ça se passe bien. Oui, là, j'ai acheté j'ai fait l'offre d'achat en avril. Mhm. J'ai signé en juin et ouais, ça tourne, ça tourne pas mal. Donc, j'ai acheté à 360 000 dollars. 360 000 dollars, donc ça fait à peu près 240 000 euros à peu près. Ok. Donc proche du métro, enfin vraiment, vraiment bien situé quoi. C'est Donc 3 appartements, quelle surface? Enfin, quelle surface, c'est des quels... 3 appartements, c'est environ, ouais, c'est du 60 mètres carrés à chaque appartement. Ok, 60 mètres carrés, ouais. c'est 60 mètres confortable. carrés, deux chambres chacun. Ouais, il était 3, Donc alors. ouais, exactement, ouais. Ouais. Enfin, Donc je deux sais que c'est chambres pas le terme chacun. canadien, même. Ici c'est 4,5. Voilà. Donc non, franchement ça va. Après au niveau de la rentabilité, donc c'est pas bon, c'est moins bien que ce que je fais en France, mais ici c'est justement ce qu'on retrouve dans mon article en fait. Comment dire, sur le long terme, sur le moyen long terme, je dirais même pas long terme, sur le moyen terme, enfin, ça va vite en fait dans le sens où justement tu as les loyers qui augmentent, enfin, tous les ans tu augmentes les loyers et surtout la valeur, ça prend la valeur de manière vraiment
Wow, significatif, quoi. wow. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que même là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je l'ai acheté à 360 000. Mhm. Ici, en fait, la banque, quand tu veux refinancer, justement, comme ce qu'on disait juste avant, là, quand tu veux utiliser l'équité, en fait, enfin, la valeur marchande de ton immeuble pour refinancer, quand tu veux utiliser ça, c'est que tu vas appeler un évaluateur agréé, parfois même envoyé par la banque. Il va venir voir ton immeuble, il va dire que bon, voilà, il y a ça dans ton immeuble, tu as fait tel ou tel travaux, donc on estime que ton immeuble il vaut tant actuellement. Après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer ton immeuble au voisinage. Donc, il va comparer ton immeuble au voisinage, aux propriétés à côté de ton immeuble et aux ventes qui ont été réalisées dans le même secteur. D'accord. Et Donc, je peux te dire qu'aujourd'hui, ouais, il n'y a aucun immeuble dans mon quartier à moins de 400 000 $. Aucun. ouais. Là, même moi, je cherche, là, je me dis, c'est un peu, là, je trouve pas, tu vois. Donc, ça fait, non, mais je te jure, non, mais c'est ça. Et en fait, les prix, ils montent, mais c'est impressionnant. C'est pour ça que, voilà, là, par exemple, aujourd'hui, tu vois, je peux refinancer, je peux refinancer pour un deuxième immeuble. Au bout de 2 ans, je peux dire que voilà, là, je refinance, là, j'ai 2 immeubles, je peux dire à la banque, bon, voilà, je peux aller chercher l'argent des 2 immeubles que j'ai déjà pour un troisième. Au bout de 5 ans, je peux dire, je peux chercher l'argent des 3 immeubles que j'ai pour un quatrième, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, tu vois des gars, moi, j'ai vu des gars avec des 200, je te jure, j'ai rencontré un mec, il a 34 ans, 200 appartements sur Montréal. C'est celui que tu as, Jérôme Pelletier? Oui, voilà, exactement. Ouais. Ouais, c'est zéro 200 abusé. appartements. Ouais, Mais c'est comme tu dis. tu vois les montages qu'il a fait, mais non, mais franchement, ça fait peur, tu vois. D'ailleurs, Moi, j'ai eu ça. ça a l'air facile j'ai- quand tu dis ça. Parce que voilà, attends, t'arrives en août, tu signes ton premier immeuble en avril de l'année d'après. Donc, Ouais, avril bon, je suppose 2017. que il y a des contraintes quand même, parce que un Français qui débarque au Canada, alors je sais pas si tu es de nationalité française ou pas. Si, je suis français, ouais. Tu es Français, donc un Français qui débarque au Canada, il faut faire des papiers, je suppose. Il y a le Bah, visa à obtenir. ouais, bah, en fait, bon, j'avais prévu un peu mon coup à l'avance. En fait, D'accord. j'avais fait ma demande. En fait, je suis résident permanent depuis 2013. J'ai fait ma demande quand j'étais étudiant. Donc, parce à l'époque, en fait, genre, quelque part, je me disais que, ouais, faudrait qu'un jour j'aille au Canada. Donc, j'ai fait ma demande de résidence permanente. Donc, en gros, là, je suis résident permanent canadien. Donc, en fait, j'ai les mêmes droits qu'un Canadien, hormis le droit de vote et certains postes dans la fonction publique. Donc, en gros, donc, je suis arrivé dans dans de bonnes conditions d'un point de vue administratif, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça fait que voilà, il me manquait juste, en fait, en fait, il me manquait juste l'argent, en fait. Il me manquait D'accord. juste l'argent. Il me manquait juste l'argent et de bâtir mon historique de crédit. D'accord. Tu vois, en fait, c'était la seule barrière. Et justement, pour revenir, tu sais, on parlait tout à l'heure de financement créatif de 110%, etc. De créer son 110%, pardon. C'est que même pour cette opération-là, je rigole parce que je sais que ça va surprendre beaucoup de personnes, mais même pour cette opération-là, parce que, enfin, je vais d'abord expliquer, excusez-moi, je vais d'abord expliquer comment ça marche au niveau des apports ici. Au Canada, par exemple, tu vas acheter quand tu achètes une maison, un appartement ou un immeuble de 2 appartements, tu dois mettre minimum 5% du montant. D'accord. De 3 appartements à 4 appartements, tu mets 10%. Et de 5 et 6 appartements, c'est 15%. Et au-delà de 6, c'est 20%. Waouh. Ok. Tu vois. Donc, du coup, moi, je suis à 3 appartements. Il fallait que j'ai 10%. Donc, ça fait que j'ai emprunté. Donc, bon, j'avais mis un peu d'argent de côté, etc. Donc, ça fait que pour cette opération, déjà, j'ai fait j'ai pris une partie en crédit conso en France que j'ai envoyé au Canada, en fait. Donc, j'ai pris ça. J'ai envoyé au Canada, du coup, ça, voilà, bon, je crois que j'ai pris 10 000, ouais, j'ai pris 10 000 euros, donc ça fait 15 000 $, j'ai envoyé au Canada. Donc déjà, j'avais à peu près la moitié de l'apport. Bon, après, bon, j'avais mis un peu d'argent de côté, etc. Bon, après, j'ai dû emprunter auprès de proches
Donc ici ils appellent ça prêt, c'est un prêt, comment dire, c'est du love money en fait. Ils appellent ça love money. Donc c'est quand t'empruntes auprès, je sais pas, d'un cousin, voilà, exactement. Donc moi j'ai fait ça. Bon voilà, aujourd'hui je suis encore en train de rembourser. Voilà, c'est de l'investissement, on va dire. Donc c'est un peu avec ces trois sources là, donc mon apport donc mon argent personnel, love money et conso en France, que j'ai comment dire, constitué du coup 35 000 $, enfin même pas 40 000 $ parce qu'il faut que tu aies un peu de quoi payer les taxes, frais de notaire, etc. Donc j'avais 40 000 $ que j'ai mis pour cette opération là, quoi. Alors je suis sur ton site là, et je suppose, là je vois que tu fais du coaching, donc yes. Donc si quelqu'un dit bon, Florian il m'a convaincu, je projetais de partir au Canada parce que bon, je suis jeune, j'ai envie de vivre dans un pays un peu plus anglo-saxon, qui a enfin, je vais pas dire que c'est une meilleure mentalité, mais je vois que j'ai un ami qui est dans l'immobilier aussi au Canada, Montréal, et il me disait ouais, bon, il est antillais. Moi, quand je suis arrivé à Paris, je me présentais avec mes locks, on me fermait la porte quand je cherchais un travail. Je suis arrivé à Montréal, ou je sais plus s'il est à Montréal. Enfin, je suis arrivé au Canada. Voilà, j'ai réussi, on m'a fait confiance pour mes compétences et on regarde si tu sais faire du business ou pas. Exactement. Donc, quelqu'un qui se dit bon, je sens que c'est bouché pour moi ou j'ai envie de tenter ma chance au Canada. Je vois que tu proposes du coaching. Et qu'est-ce que tu fais en coaching, par exemple? Ça consiste à quoi? Moi, en fait, c'est du coaching pour. En fait, ça s'applique. C'est du coaching en fait qui s'applique tant aux Français en France qu'aux Français voulant venir au Canada et aux Français vivant au Canada en fait. D'accord. Donc c'est vraiment trois tableaux c'est trois types de population en fait. Donc voilà, en fait, par exemple, bon, là on prend l'exemple de la personne qui veut venir au Canada. Donc moi qui veut venir au Canada pour y vivre et pour y investir. Donc par exemple, moi aujourd'hui je coach des personnes, je leur dis que voilà, bon, pour venir au Canada, je leur explique les démarches pour le visa. Comment se préparer pour le visa, comment faire sa demande de résidence permanente pour arriver au Canada. Tu vois. D'accord. Donc il y a plein, parce qu'il y a plein de moyens il y a plein de types de visas, il y a plein de solutions pour venir au Canada assez rapidement. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple, tu as l'entrée express qui te permet d'arriver au Canada, d'être résident permanent, donc vraiment comme moi, là, résident permanent, en 6 mois. Ah oui. En 6 mois, donc en 6 mois, tu fais ta demande, 6 mois après, tu as ta carte de résident et tu as 6 mois pour immigrer au Canada. Donc tu vois, ça peut aller très vite. Tu as aussi un type de visa pour investisseurs. Là, par exemple, j'ai une personne que je coach, donc qui est au Cameroun, et lui, bon, il a déjà pas mal de liquidités, et lui, il veut venir investir au Canada dans des immeubles de rapport. D'accord. Tu vois. Donc, et pour ça, par exemple, tu as un type de visa spécial investisseur. Donc dès que tu vas dire au Canada que voilà, moi j'ai envie d'acheter un immeuble de rapport, je sais pas, à tel prix, ils vont dire ah, monsieur, on vous donne le visa investisseur. Donc, pareil, tu es résident permanent, investisseur. Donc, voilà, ça touche pas mal de portes, en fait. Donc, ton coaching, c'est pour des gens voilà, qui veulent investir au Canada. Oui, pour des gens qui veulent investir au Canada, même pour des gens, parce que moi, je continue toujours à investir en France. Donc, même des gens qui veulent investir en France. Et je donne aussi, et là, récemment, j'ai un peu vu mon offre parce que, bon, tout ce que j'enseigne entre guillemets, je l'expérimente. Donc là, par exemple, je suis en train de, pour la petite histoire, je suis en train d'acheter un appartement, toujours dans le 93. Moi, ma zone de tir en France, c'est le 93. Exactement. Donc, je suis en train d'acheter un appartement dans le 93 à distance. Donc là, je délègue tout. Je l'ai même pas visité. Je délègue tout à distance. Financement en français en étant au Canada, 110% sur 25 ans. Donc voilà, donc là du coup, là c'est une stratégie que j'ai mis en place qui a du coup fonctionné. Et du coup,
enfin là j'ai signé le compromis, je vais avoir l'offre de prêt là normalement d'ici la semaine prochaine. Du coup, en fait, cette opération, pour moi, je veux pouvoir l'enseigner à des personnes étant à l'étranger. Et Ouais. même pas seulement au Canada, tu vois, ça peut être, Bah oui, ça peut être le monde entier. ça peut être le monde entier. Là, j'ai coaché quelqu'un, par exemple, qui est expatrié en Angola Ah ouais. pour acheter une résidence principale. Enfin, bon, c'est pas vraiment une résidence principale, c'est plus résidence principale pour après mettre en location. Bon, voilà, enfin, c'est une stratégie en fait pour pouvoir emprunter plus facilement malgré le fait d'être à l'étranger et sur une plus longue durée. Bah oui, Donc lui, puisque... il est en Angola et il veut acheter sa résidence principale à Bordeaux. Donc, en fait, c'est une stratégie en fait d'investisseur, d'investir en tant qu'expatrié en fait. Ouais, En donc, état, à ton... qu'on soit au Canada, enfin n'importe où dans le monde. donc tu... Donc, En fait, tu coaches les expats. ouais, je coach les expats et les Français également. Même ceux qui sont en France, voilà, je leur dis D'accord. bon, voilà, tu vas investir dans, je sais pas, dans un studio, comment faire en termes de financement, comment avoir du 110%. Et j'ai aussi cette petite touche en fait de financement créatif parce que c'est pas tout le monde qui va penser à se dire ah je Ah, peux prendre un conso bah oui. pour frais notaire ou enfin tu vois il y a plein de Et il y tu a plein de sais, petites techniques comme ça quoi. ce qu'on n'apprend pas dans les formations classiques, hein, même... Exactement. Mais ici ça se fait beaucoup au Canada par exemple. Ici ils ont des techniques de ça, je pourrais même pas me mettre à les raconter parce qu'il y en a tellement et c'est tellement long. Ils ont des techniques, ils appellent même carrément ça du financement ultra création. Donc ils vont te sortir des techniques genre pour financer ton apport en fait. Donc Par exemple, Ouais. je donne un exemple, tu peux utiliser ici ils appellent ça c'est le régime de retraite. Donc enfin, moi, l'équivalent que je vois par rapport à la France, je crois que je pense que c'est l'assurance vie. Bon, c'est un peu comme une Ah assurance ouais. vie, en Bah, fait. c'est Tu l'équivalent peux du utiliser 401, là? ça. Voilà, 401? ouais, exactement, voilà, c'est ça. Tu peux utiliser ça comme apport pour un investissement, par exemple. Ah Et oui. même si t'as pas l'argent, c'est encore plus fantastique, c'est que même si t'as pas l'argent, dans ce compte-là, tu peux l'emprunter au gouvernement. Je te jure, tu peux l'emprunter au gouvernement. Donc, le Canada te fait un prêt à hauteur de 25 000 dollars. Donc, du coup, non, c'est une banque qui te fait, c'est une banque, non, excuse-moi, c'est le gouvernement qui te donne l'accord pour ces fonds-là. Du coup, une institution que ce soit l'assurance ou une banque te prête de l'argent. L'argent, tu le mets dans ce compte-là. Et après, tu le fais ressortir. Enfin, tu le mets dans ce compte-là. Et quand tu le mets dans ce compte, tu as un crédit d'impôt, en fait. Purée. Tu vois? Mais en Tu vas fait, avoir un le crédit mec... d'impôt, du coup, Ouais. tu vas avoir un crédit d'impôt, tu vas avoir un crédit d'impôt même qui va te permettre de rembourser une partie. Et quand je vois un crédit d'impôt, ça va être un montant genre de 7 à 8 000 dollars, tu vois. Ça va te permettre déjà de rembourser une bonne partie de cet emprunt-là. Et du coup, après, tu vas faire sortir cet argent tu peux le mettre comme mise de fonds pour acheter une propriété et tu as 15 ans pour le rembourser en différé de 2 ans, Purée. tu vois. Là, on Donc, peut pas faire ça en France. ouais, là c'est Hallucinant. et ça je l'ai appris ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 semaines. Ça fait 2 semaines que j'ai découvert ça. Je me suis dit waouh. Peut-être j'aurais dû, tu vois, je me suis dit ah j'aurais dû le faire que par exemple j'aurais pu le faire que d'aller faire un prêt conso en France de Après, via au Canada. on affine ses stratégies en fonction, hein. Exactement. Du coup pour le deuxième immeuble que je prévois d'acheter en 2018, là je vais utiliser donc du coup là j'ai ouvert mon compte de retraite là. Et bon, j'ai commencé à cotiser je crois que 200 dollars, donc c'est 100 dollars par mois que je mets, donc voilà, je commence à mettre un tout petit peu d'argent. Et du coup, pour le deuxième, voilà, je vais faire ça, 25 000 dollars, tac, je veux, voilà, faire ressortir crédit d'impôt. Avec le crédit d'impôt, je rembourse une partie de cet emprunt, et je sais que je vais commencer à rembourser dans 2 ans, donc après, donc, en gros, c'est étalé sur 17 ans, quoi. Ah Et ouais. avec ça, je pourrais acheter je pourrais financer une bonne partie de l'apport pour le deuxième immeuble. Ça, c'est cool, ça. Moi, je me dis que, tiens, si vous voulez des coachings pour trouver des financements, c'est Florian qu'il faut aller voir. À chaque fois que je discute avec lui, je découvre une nouvelle manière de financer les biens. Alors que, voilà, quoi.
Ah, bah, Non, c'est cool. je pense, que les méthodes, elles sont vraiment, comment dire, infinies, quoi. Ah Il y a ben, plein il y a de, ouais, toujours une il y a, solution. C'est pour ça qu'il ne faut pas exactement. s'arrêter. Quand j'entends les gens disent Waouh, j'aurais aimé investir, mais j'ai pas d'argent. J'aurais aimé faire des études, mais mes parents ne peuvent pas payer. Il ne faut pas chercher des excuses pour ne pas Bien passer sûr, à l'action et ne pas avancer. Et c'était, bien quand je sûr. faisais mes études, ça m'a marqué. Parce que mes parents étaient fonctionnaires, enfin ma mère était fonctionnaire. Et bon, j'avais pas droit aux bourses. Et il y a une conseillère d'orientation qui était venue nous faire un petit speech, parce qu'on devait continuer en métropole à faire nos études. Il dit, mais franchement, en France, vous avez de la chance, on ne peut pas ne pas continuer ses études pour une question d'argent. Bien sûr, Si c'est quelqu'un gratuit, dit ça, quasiment voilà gratuit. quoi. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vos parents n'ont pas les moyens, bah, il faut faire. Il y aura des bourses pour vous accompagner. Au pire, tu Bien travailles. sûr. C'est pas Ah, tu vas dégradant de très bien. travailler au McDonald's, tout ça. Exactement. Et les gens qui se cachent derrière cette excuse. Alors, effectivement, je sais que je vais attirer des commentaires négatifs en disant ouais, mais qu'est-ce que tu crois, tu es un privilégié. Non, parce que moi, je suis parti de zéro aussi. Donc c'est pour ça que Tout à fait. je tenais à discuter et enregistrer cette discussion, puisqu'on parle depuis bientôt 50 minutes si je vois le chrono. Et tu vois, à Hmm. chaque fois, je vois pas le temps de passer quand je discute avec toi. Non, c'est clair. Donc voilà, toi tu as 27 ans, tu es arrivé au Canada en août 2016. C'est ça. Donc là, Tu, ça va faire un an voilà, tu t'es dans pas 12 reposé jours. sur tes lauriers, tu as déjà acheté un immeuble. Et tu es en train Exactement. de faire un achat à distance. Il En y a des gens qui France. se sont dit. Et c'est ça que je souhaite transmettre comme message à tous mes stagiaires. Ils disent ouais, non, j'ai peur. Le premier investissement, c'est le plus difficile. Après, ça s'enchaîne. Exactement. Le Après, ça boulot s'enchaîne. aussi. Après, c'est vraiment, ça va, enfin, ça va tout seul, tu vois. Alors, Et vraiment, il faut pas avoir peur. Il faut c'est pas avoir ça, peur la peur, c'est une parce que certitude. finalement, même moi, par exemple, moi, j'ai des proches, même de ma famille, ils me disent, ah, mais là, t'es déjà à quasiment 7 appartements, en sachant même, enfin, je compte le parking et j'ai également investi dans des terrains constructibles au Cameroun. Bon, ça, on va pas en parler, mais bon. Mhm. Euh, ils vont dire, t'en as déjà beaucoup, c'est Calme-toi. risqué, calme-toi. Mais, mathématiquement parlant, la personne qui a un seul appartement prend plus de risques que moi qui en ai 7. Mais bien sûr, Tu bien vois, parce sûr. que finalement, si un impayé, c'est 100% de risque. Alors que moi, si j'ai un impayé, c'est, je sais pas, ça va être enfin, voilà, je sais pas, 10%, 15%, je sais pas. Ça va être environ entre 15 et 20%, on va dire. Mais voilà, ça va être absorbé par le reste. Et plus tu as, finalement, moins de risques, en fait. Donc, je trouve que moi, je prends moins de risques que c'est la personne qui a qu'un seul studio Et c'est ou qui a exact. que un seul, ou qui a que même qu'un seul parking. Parce que là, c'est 100% des risques sur un seul bien. Alors que là, si tu en as 10, 20, comment dire, Tu, tu étales le risque c'est sur ça, plusieurs, c'est ça. sur plusieurs biens. Donc, faut des fois voir les choses vraiment différemment. Tu vois, je me dis, Et c'est un plus tu gars en as, qui, mieux c'est. Et c'est ça. plus t'es tranquille. Parce que je pense que demain, le mec qui a 15 appartements, s'il y a un impayé, il va se dire, ah, tu vois, limite, on l'appelle pendant la nuit, on lui dit, y a un impayé, il va se dire, ah, c'est bon, je vais gérer ça demain. Limite, il va se recoucher tranquillement, genre. Alors que le gars qui a un parking, on lui dit qu'il y a un impayé, Ah, il dort il va pas. faire je pense qu'il va faire il va pas dormir et même quand il va se rendormir, il va faire des cauchemars, je pense. Et tu sais, Donc, moi, je vois ça en plein parce que je cherche à. Enfin, je vais lancer, je pense que c'est à la rentrée, une formation. Alors, j'abandonne un peu ma casquette d'investisseur et je me lance à fond sur l'entrepreneuriat. Enfin, dans le contenu de l'entrepreneuriat. Et je vais lancer une formation sur comment créer un cabinet libéral. Parce que mon épouse a un cabinet de psychomotricité. Et en un an, tu sais, on est arrivé il y a. Non, ça fait 2 ans maintenant. Donc en 2 ans, on est devenu l'un des plus gros cabinets de Martinique en psychomotricité. Et ça, mes techniques. Et il y a des gens, ils veulent toujours travailler seuls. Parce que tu as vu, la plupart, mes parents sont, par exemple, mon père est artisan. Il dit oui, je préfère travailler seul parce que je suis mieux seul. Genre, il prend pas de risque. C'est-à-dire que il faut payer les charges des salariés, tout ça. Le problème, c'est effectivement, euh,
lui, il voit ça comme ça parce qu'il est plus rentable. Tu sais, seul, on avance plus vite. Mais en équipe, on avance plus loin. Ouais, Du coup, bien quand sûr. il reste petit, c'est-à-dire effectivement, s'il prenait qu'un seul employé, ou deux, si le mec le lâche, ou s'il a des problèmes, ou il se met en grève pour une raison ou pour une autre, c'est là qu'il met son danger, son activité en risque. Sauf que, pour moi, et c'est les infirmières libérales, les gens qui font du libéral en général, soit tu as deux cas, et 80% sont seuls, mais quand ils se blessent, quand ils sont malades, ils n'ont pas d'argent, sauf s'ils prennent une assurance. Et les rares qui prennent des collaborateurs, ils restent avec deux collaborateurs. Et ça encore, c'est risqué. Parce que un ou deux, et si c'est les mauvais qui font pas de rendement ou qui te pourrissent la vie, c'est pour ça qu'il y a plus de personnes qui disent non, moi je ne travaille seul. Et comme tu disais, pour limiter le risque, c'est augmenter le nombre de collaborateurs. Comme ça, si un collaborateur te pourrit la vie, te prend la tête, bah, tu t'en fous, tu le remplaces. Ou ça te fait moins chier parce que voilà, c'est quelqu'un parmi, allez, 5, 6, 10. Mais si c'est ton seul collaborateur qui te pourrit la vie, ou il te lâche, du jour au lendemain, il dit bon, voilà ma lettre de démission, qu'est-ce que tu fais avec tes patients? Alors que si tu as 10 collaborateurs qui peuvent absorber son départ, ben ça t'empêche même pas de dormir. Donc tu as tout à fait raison dans ce truc-là. Ah, c'est la gestion de risque, c'est ça, c'est vraiment... Et c'est un gestionnaire de risque exactement. qui dit ça. Alors, voilà. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par exemple, voilà, effectivement, en France, il y a un seuil. Quand tu es dans l'entrepreneuriat ou quand tu es dans l'investissement, quand tu embauches ton premier salarié, c'est là que tu prends le plus de risques. Parce qu'il peut couler ta boîte. Mais quand tu commences à embaucher 3, 4 personnes, 5 personnes, voilà, c'est un parmi d'autres. C'est pas ton salarié. Et c'est bien pour cette personne-là, parce que quand tu es seul, et moi je le vois avec l'auto-école, quand on a embauché notre premier moniteur, le mec c'était la diva, il savait qu'il ne tenait, alors je veux pas utiliser des mots vulgaires, mais voilà, s'il partait, il nous faisait du mal. Quand on a commencé à faire 2 ou 3 voitures tournées, voilà, c'était un parmi d'autres. Il n'est pas content et ben, pouvait partir. Exactement. Après, tu sais que quelqu'un peut prendre le relais, le temps de retrouver quelqu'un d'autre. Et tu vois, c'est ça. Quand les gens te donnent des conseils, demande-toi, est-ce que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas prétentieux, hein, mais voilà, quand quelqu'un me dit oui, par exemple ma mère, elle commençait à prendre peur, parce que ma mère, quand je lui ai dit déjà que je ne serais pas fonctionnaire, elle a dit, mon Dieu, mon fils, tu sais, je suis dans une famille de fonctionnaires. Qu'est-ce que tu vas faire? Et quand elle dit, bon, Audrey, voilà, il faut te calmer, tu es déjà très endetté là. Je dis, mais non, il faut se demander même. Les gens, ils veulent ton bien, effectivement. Ils ont peur pour toi, parce qu'ils l'ont jamais fait. Mais il faut se demander, est-ce que la personne qui donne ce conseil-là, est-ce que c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui a déjà fait quelque expérience? C'est exactement, non mais c'est ça, c'est que finalement, les proches, ils vont te dire, parce que ça peut être des amis, ils vont dire oui, c'est risqué, oui, c'est de la dette, oui, c'est clair que c'est de la dette. Mais même aujourd'hui, quand tu vois les plus grosses, la plupart, ce sont des salariés, donc je pense qu'ils vont se reconnaître dans ce discours-là. La plupart des grosses entreprises, je parle des multinationales, sans dette, elles ne seraient pas là aujourd'hui. Bien sûr. Et donc la bonne dette et la mauvaise dette. Hein. Bien la bonne dette et la mauvaise dette. Si tu prends un tas de, je pense, qui travaillent, je sais pas, dans je sais pas, LVMH ou, je dis des sociétés comme ça, mais je pense que si tu regardes le bilan, c'est même pas une information confidentielle, mais si tu vois sur le site, tu télécharges les chiffres les rapports en fait annuels de l'entreprise. Si tu vois la dette qu'il y a, bien sûr. Mais aujourd'hui, sans dette, il serait pas à ce niveau-là. Donc après, ça sera nous à notre échelle d'investissement immobilier, d'entrepreneuriat. Voilà, ça serait même, et ça s'applique à différentes échelles. Donc nous, l'échelle se limite à l'immobilier, mais les entreprises c'est pareil. Donc, et si les entreprises elles marchent avec ce modèle-là, ça peut s'appliquer à nous et nous on va forcément aller de l'avant avec ce modèle-là. Donc c'est ça en fait. Je vois déjà le commentaire où la personne qui se dit, lui il dit ça, mais il y aura toujours un truc. Si ça se passe mal,
Si ça se passe mal, par exemple, il dit oui, on peut mettre dans la balance en apport son immeuble, son deuxième immeuble. Donc ça veut dire qu'il fait tout ou rien, ce qu'on appelle all-in au poker, à chaque fois. Et c'est ça qui... Les gens, ils ont peur. Ils disent, ouais, mais si je perds tout. Mais... Oui, non, mais si tu perds... Ben, franchement, après, comme je dis, c'est la gestion de risque. Il y a un risque à tout. C'est-à-dire le mec qui va avoir, je sais pas, 200 appartements. Imagine, par exemple, on prend le cas de l'immobilier, genre... Après, c'est à toi de comment tu gères. Tu vas pas peut-être acheter, si par exemple, je sais pas, ton objectif, c'est d'avoir, je sais pas, 50 appartements. 50 appartements. Toi, tu vas dire, ok, je vais avoir 50 appartements, mais par exemple, tu vas pas acheter 50 appartements dans la même rue. Tu vois, le risque le plus grave, ça serait qu'il y ait une bombe qui se pose, tu vois, bah qui oui. explose dans cette rue-là, et là, tu perds tout. Alors que si tu as, je sais pas, 5 appartements là, 3 autres là-bas, etc., en fait, tu disperses un peu, du coup, comment dire, tu disperses ton risque. Là, tu as moins de problèmes, tu vois. Mais après, dans l'immobilier, c'est clair qu'il y a un risque. Moi, le risque le plus minime, ça serait que peut-être sur 50 appartements, donc qui 50 appartements, dit à peu près 50 locataires, que tu aies un locataire qui te paye pas. Et comme toi, tu as bien géré ton risque, le fait que ce seul locataire ne te paye pas, ça va être absorbé par les 49 autres. C'est ça, tu vois. c'est ça. Mais le risque le plus grave, ou le plus, je sais pas comment dire, mais le risque le plus grave, ça serait que les 50 d'un coup ne te payent pas, tu vois. Ça, et pourquoi les 50 d'un coup ne te payent pas, c'est la probabilité que ça arrive, elle est très minime. À part si les 50 se connaissent et ils s'appellent tous en début de mois en disant, bon écoutez, on va pas payer Florent ce mois-ci pour le faire couler, tu vois. Et la probabilité que ça arrive, je suis désolé, elle est très faible. Elle est très 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 minime. Donc, tu vois, tu fais ton investissement, tu fais de l'immobilier comme tu gères ça comme une entreprise. Et tu fais la gestion du risque comme une entreprise. Donc la plupart des gens, ils gèrent ça pour faire un complément de revenu. Je le vois en location saisonnière. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui font ça en mode système, mode entreprise. Alors que ceux qui font ça pour faire arrondir leur fin de mois, ben, ils vont faire, ils vont avoir un 2, et puis ils vont s'arrêter là. Ouais. Et tu vois, tiens, je t'avais dit que j'allais lancer mon podcast. Je me suis pris de passion pour ce nouveau format, tiens. Donc, c'est pour ça que je dis, par exemple, l'état d'esprit de l'entrepreneur. Je parle beaucoup dans cet épisode-là de cet état d'esprit, celui que tu as. Alors que tu te déclares comme investisseur, mais en fait, moi, je te considère comme un entrepreneur investisseur. Et voilà. Ici, ils appellent ça immopreneur. Immopreneur. Donc, voilà. C'est ça, c'est une entreprise. Tu gères ta comptabilité, tes clients, c'est tes locataires, ton service, c'est la location. Ton chiffre d'affaires, c'est tes loyers. Enfin, ouais, c'est une entreprise. Hein. C'est une entreprise comme une autre. Je viens de finir le livre Unscripted de M. Marco. Celui qui avait fait The Millionaire Fastlane. Yes. Et tu vois, ce mec-là, c'est un entrepreneur. Bon, lui, il te dit, ouais, tu peux pas devenir riche en investissant dans l'immobilier. Tu maintiens ton argent avec l'immobilier. Bon, après, il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui l'aiment. Parce que lui, il est assez tranché. Bon, je suis pas d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il est très cash, lui. Très tranché. Par exemple, le mec, il commence son livre comme la dernière fois dans Millionaire Fastlane. Tu peux aller te faire rembourser sur Amazon si ce que je te dis, parce qu'il t'agresse direct dans l'intro. Tu peux aller te faire rembourser chez Amazon, ça me gêne pas. Et il te dit, bon, moi alors lui, il a des biens. Bref, tous les gars qui sont millionnaires, mais qui ont réussi avec l'entrepreneuriat, parce que lui, c'est un millionnaire, mais il a eu son premier million grâce avec la bulle d'Internet. Donc du coup, lui, il te dit, bon, moi j'achète plein d'appartements maintenant, c'est pour fiabiliser mon business. C'est-à-dire que lui, il te dit, bon, on m'a proposé 30 millions pour mon entreprise. Je sais pas, en 2007 ou 2006, moi j'ai pris l'argent et j'ai sauvegardé cet argent parce qu'une entreprise, un jour ça fonctionne, elle vaut 30 millions et un autre jour elle coule, surtout sur Internet. Donc j'ai investi en bourse et j'ai investi dans l'immobilier. Donc pour lui, bon, il crache sur Robert Kiyosaki, alors que c'est un auteur que j'apprécie. Il dit oui, Robert Kiyosaki, ce qu'il dit pas, c'est qu'il préconise d'investir dans l'immobilier. Alors, mais il dit pas qu'il gagne la majeure partie de ses revenus grâce à ses livres. Bon, bref. À ses formations. Ouais. Avec ses formations, ses séminaires.
Après, j'ai lu le dernier Kiyosaki, les derniers, il te dit ça aussi. Il revient dans l'immobilier, enfin l'entrepreneuriat, l'immobilier, tout ça. Mais bon. Et franchement, même si il faut pas prendre tout ce qu'il raconte comme argent comptant, parce que je le soupçonne aussi de vouloir provoquer. Exact. Provoquer pour générer Du buzz. Mais après, il y a certains trucs qui... Bon, c'est un fan de Matrix. Quand il fait le parallèle, il te dit, bon, il faut prendre la pilule rouge. Ouais. Ben voilà, je me suis reconnu parce que je suis un fan de Matrix. Donc, il y a plein de trucs que tu as dit durant cette heure. Et il le dit aussi. Donc, ceux qui nous écoutent encore, parce que je sais que ce format est très long, mais bon, je tiens, parce qu'on va rentrer au fond des choses. Et les causeries d'entrepreneurs investisseurs, c'est pour ça. C'est entrer, on fournit de l'information sans filtre. Mais il y a de quoi faire beaucoup d'affaires en nous écoutant, sans prétention aucune. Et puis voilà. Quand je dis que Unscripted, ça m'a donné une gifle, bah, c'est que ça m'a donné une gifle, tu vois. Et si tu as l'occasion de le lire, j'ai acheté aussi. Ah là, c'est dans ma liste des livres à commander, là. T'en fais pas. Donc voilà. Et c'est un auteur que j'aime bien. Et je vois qu'il, d'ailleurs, voilà, bon, il est même pas cher. En Kindle, c'est 8 $, donc tu vois. Ah oui, donc, ouais, non. Ouais, c'est des livres très accessibles. Le gars, il te dit, franchement, j'ai pas fait ce livre-là pour gagner de l'argent. Non, mais il est très bien. Moi, j'aime bien ça. Après, voilà. J'aime bien sa totalité. Enfin, de millionnaire fascinant. En tout cas, c'est vraiment, enfin, la manière dont il explique, en fait, tu vois, il est factuel, tu vois, il te dit les choses clairement. Cash, quoi. Voilà, c'est ça. Et franchement, moi, je trouve qu'il a raison à sa manière, on va dire. Oui, bon, il a sa manière. C'est comme moi, je plais pas, hein. Enfin, je plais pas à tout le monde. Et on me trouve vulgaire, d'ailleurs, ils seront servis parce que j'ai un peu dérapé dans mes dernières vidéos, enfin, des vidéos que j'ai tournées, je me rends compte que je viens de me réaliser que j'ai dit qu'il y en a certains, que je parlais de la location saisonnière, et effectivement, dans la vie de tous les jours, tu me rencontres en vrai, mais tu as déjà discuté, tu sais que je me ferai en parler, mais quand on est en off, tu connais mon langage fleuri, ouais. Une de mes vidéos, j'ai lâché qu'il y a certains qui prostituaient leur appartement. Effectivement, ça se dit pas. Je m'attends à avoir des pouces qui vont vers le bas, mais c'est moi, quoi. Et je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais je peux pas me le relâcher sous prétexte que j'enregistre. Effectivement, j'ai des enfants, enfin, mais ils me connaissent aussi. Bon, ça ne va pas leur étonner quand ils seront en âge de comprendre mon langage fleuri. Ça va pas. Exactement. Voilà, quoi. Donc, voilà. Bah, merci hein, Florian d'avoir merci à toi. Temps. Merci et à tout le monde. Merci d'avoir écouté, toi qui m'écoutes. D'avoir appris, j'espère que tu as appris plein de choses. Et puis voilà, je te dis à bientôt. Bon, je ferai une miniature spéciale, comme dans mon podcast, tu sais, quand je publie sur la chaîne YouTube, je publie une miniature spéciale pour indiquer que c'est un podcast ou c'est une causerie d'entrepreneurs investisseurs. Comme ça, ceux qui veulent des vidéos plus courtes. Mais bon, si toi tu me suis, si tu veux avoir des conseils, c'est ces trucs-là qu'il faut écouter. Mes émissions plus longues, c'est-à-dire podcast, les causeries d'entrepreneurs. Voilà, c'est ça qu'il faut écouter parce que c'est là que tu vas apprendre plein de choses. Voilà, donc merci Florian. Et merci puis, à toi. Bon, on continue à discuter en off. Exactement. Et puis je te rejoins, toi qui nous écoutes. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain contenu. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye.